sourds qui ne veulent pas entendre, une problématisation du progrès scientifique en réalité. Nous allons avoir un débat avec les deux réalisatrices qui sont là, donc Sarah Massia qui est sourde et Angélique Telleret entendante. Angélique Telleret est philosophe et Sarah Massia est psychologue. Voilà, je voulais déjà demander à nos deux réalisatrices quelle était pourquoi ce film. Bon, d'une part, oui, problématiser la science, c'est vrai, mais vous dites aussi, vous ne prenez pas parti contre cet implant cochléaire, qui est donc ce progrès médical de la science. Vous ne prenez pas parti pour ou contre ceux qui sont pour ou contre cet implant cochléaire. Bon, pour nous autres entendants normalisés, comme dirait Miguel Benassayag, ça nous surprend. Oui, pourquoi veulent-ils ne pas accueillir ce qu'ils appellent une réparation, et ce que le monde autour d'eux appelle une réparation? Non, on ne veut pas être réparé parce que nous nous sentons bien dans notre corps, nous nous sentons bien dans notre langue de signes, et nous avons développé d'autres qualités que vous, les entendants, avez peut-être pas. Avant tout, je voudrais dire que donc nous sommes effectivement les réalisatrices de ce film, mais en fait, ce film a été réalisé par un collectif pour des raisons pratiques, parce qu'aussi c'est nous qui avons fait le montage, enfin, qui avons été là au moment du montage. On s'est présenté comme les deux réalisatrices, mais en réalité, c'est un film collectif, et il y a des membres du collectif qui sont présents dans la salle, donc qui pourront intervenir s'ils le souhaitent à n'importe quel moment. Le collectif étant fait de sourds et d'entendants. C'est un collectif. Donc Sarah était venue me raconter, à moi et puis aussi à Miguel Benassayag, ce projet de grève de la faim. Et puis nous, en fait, de notre point de vue, donc ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on connaît aussi la communauté sourde, mais malgré tout, nous sommes entendants. Et on sentait de notre point de vue en fait que c'est quelque chose qui n'allait pas être compris. C'est-à-dire que cette grève de la faim allait apparaître comme une bizarrerie parce qu'il y avait là un point de vue qui était juste pas entendable. Le point de vue selon lequel on pourrait vouloir justement ne pas entendre, on pourrait vouloir ne pas être réparé, alors que à chaque fois qu'un progrès technique apparaît et inventé, apparaît dans la société, c'est au contraire reçu comme une très bonne nouvelle, et il n'y a quasiment aucun cas de résistance contre un progrès comme ça qui permet de combler un déficit, un manque. Pour les sourds qui appartiennent à la communauté de sourds et qui se sentent menacés dans leur identité et dans leur culture, c'est un film qui cherche à faire comprendre cette réalité. De notre point de vue, c'était un film qui cherchait à aller au-delà du cas sourd pour montrer qu'en fait, ce qui se passe avec les sourds, c'est quelque chose qui finalement se passe à différents niveaux chez les entendants aussi, dans la société de manière générale. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un progrès technologique apparaît, que l'homme veut s'augmenter, et veut s'augmenter d'une façon qui fait qu'il oublie sa territorialité, qu'il oublie son corps, qu'il oublie ses situations. Finalement, on est peut-être dans la même perte que celle des sourds par rapport à leur culture et à leur langue. Oui, c'est intéressant ce que tu disais à la fin. C'est vrai qu'on avait des regards croisés et des objectifs qui pouvaient être différents par rapport à ce film. Par exemple, par rapport à l'implant, il y a des échecs de l'implant. On avait beaucoup discuté là-dessus. Est-ce qu'on montre l'échec de l'implant? Est-ce que l'on ne montre pas dans le film? Les sourds voulaient absolument montrer l'échec de l'implant, parce qu'il y a des enfants sourds qui sont implantés et qui ne parlent pas, par exemple. C'est pas quelque chose qui fonctionne automatiquement. Donc on avait beaucoup discuté, toi et Miguel, avec toi et Miguel, pour savoir si on allait montrer ça. Et
Et on a beaucoup discuté sur le fait que c'est pas tellement un problème de technique révolutionnaire, mais c'est plutôt le regard de la société sur les personnes qui est un problème. Donc on a eu beaucoup de débats là-dessus pour construire en fait ensemble ce film. La disparition des sourds est une réalité, c'est-à-dire que même dans le film, vous l'avez vu, ceux qui sont de l'autre côté de la communauté sourde, les professionnels de la surdité reconnaissent que si la communauté sourde a peur, c'est parce qu'effectivement, elle est menacée de disparition. Progressivement, la diversité se réduit. Et c'est pas seulement les sourds qui sont concernés par ce phénomène-là. C'est vrai qu'on est un collectif de sourds et entendants qui existe depuis 4 ans et il y a eu de nombreux échanges. Et comme disait Sarah, il y a eu pas mal de désaccords à des moments donnés. On ne peut pas dire que l'implant ce soit quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose qui pose vraiment beaucoup de problèmes. Et la communauté sourde, elle ne se réduit pas. C'est la culture et la langue qui est vouée à disparaître et à se réduire. Il y a eu des discussions, on s'était dit il faut écrire un livre. Bon, les sourds ne lisent pas systématiquement, ça c'est vraiment lié au défaut de l'éducation. L'éducation, l'enseignement est très mal fait pour les sourds. Vous savez que dans les instituts, il faut dire franchement, dans les instituts de sourds, les professeurs n'utilisent pas la langue des signes. Il n'y a pas d'interaction entre les enseignants et les élèves, ça c'est quelque chose qui n'existe pas. Au contraire, les élèves utilisent la langue des signes et les professeurs ne comprennent rien. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas d'échange possible et l'apprentissage de l'écrit se fait difficilement. Alors on s'est dit on va faire un DVD. Bon, un DVD c'est bien, mais un DVD, si on le diffuse, il n'y a pas de débat qui s'engage suite à ça. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce film documentaire et qui est vraiment un bon média parce qu'il permet d'engager des débats. Par rapport à la musique, souvent, on ressent les vibrations. Bon, il faut vraiment que ce soit très vibratoire, que la musique soit très vibratoire, ou qu'on soit à côté d'une source de la sortie de la musique, des enceintes, et qu'il y ait un plancher et qui transmette les vibrations très facilement. Si par exemple on se retrouve dans une pièce où le sol est en carrelage, ça ne fonctionne pas. Et on a une sensibilité qui se développe grâce à ça. Et après, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui adorent danser, mais qui arrivent à danser parce qu'ils ont une perception visuelle de la danse, et qui perçoivent le rythme en regardant les personnes qui dansent. Donc c'est vraiment une perception visuelle de la musique et de la danse. Ce qui m'interrogeait, c'était sur la vision que les malentendants avaient des entendants qui étaient pro-implant. Bien souvent, il y a une opposition entre la communauté sourde, qui revendique sa culture et sa langue, comme moi, par exemple. Moi, je trouve que je vais bien. Enfin, il y a toute une partie de la population sourde qui pense ça. Et il y a une opposition entre les sourds qui sont comme ça et les entendants qui sont plutôt du secteur médical et des professionnels de la surdité qui travaillent avec des enfants sourds. Et c'est ceux-là, c'est ces entendants-là qui sont les méchants par rapport à la communauté sourde. Et bien sûr, les sourds se positionnent contre ces gens-là. Mais il y a un motif, c'est pas n'importe quoi. On dit pas, ces gens ne sont pas taxés de méchants comme ça, à partir de rien. Il y a une opposition, effectivement, entre la communauté sourde et ces gens dont je viens de vous parler. Par rapport au débat sourd-entendant, qui est pour, qui est contre, moi je sais pas, parfois, c'est pas une histoire de sourd et d'entendant. Imaginons un médecin ORL. Un médecin ORL, il a besoin d'une clientèle. S'il n'a plus de clientèle, qu'est-ce qu'il va devenir? Il ne sera plus médecin. S'il n'y avait pas de handicap, que feraient les médecins? Enfin, bon, c'est un petit peu bête ce que je dis, mais il y a des besoins économiques et il y a aussi des entendants qui se choquent, qui sont choqués du fait que c'est pas ça le problème. Voilà, un médecin, il est convaincu du bien fondé de ce qu'il fait. On lui a dit que son métier c'était de soigner les gens, il le fait. Il a cette logique-là. Et les professionnels qui sont entendants, ils enseignent aux sourds. Pourquoi ils en arrivent à ça? Parce qu'ils ont suivi des formations et on leur a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Et ce qu'on leur a dit qu'il fallait faire, ça vient des médecins. Et la situation, elle est comme ça.
Et les sourds, ils accusent les entendants, ils sont méchants, ils disent que les entendants sont les méchants, mais les entendants, quelque part, ils y peuvent rien, puisque c'est ce qu'on leur a appris à faire. Enfin, je sais pas si je suis bien clair, mais bon. Je comprends les frayeurs, je comprends aussi qu'on ait envie de maintenir sa culture, etc. Mais je me dis que c'est là une possibilité supplémentaire de pouvoir percevoir le monde aussi autrement. Effectivement, depuis le 19e siècle, en gros, on cherche à les normaliser. Alors les réparer, pas tout de suite. Au départ, ce qu'on cherche, c'est à les éduquer, ou à les rééduquer, plus exactement. On considère qu'ils sont moins intelligents que les entendants, et donc il y a tout un mode d'éducation qui réprime leur mode d'être, qui réprime leur culture et leur langue, qui leur attache les mains derrière le dos, qui les empêche de signer, etc., et qui les force à oraliser. Donc ça, c'est pendant une centaine d'années, et puis arrive ce que les sourds appellent, ce que la communauté sourde appelle le réveil sourd, dans les années 70, dans lequel tout d'un coup la société commence, ou progressivement plutôt, la société commence à reconnaître l'identité sourde et reconnaître sa langue, reconnaître son droit à être éduqué dans sa langue, etc. Et en fait, ce moment coïncide avec une autre, j'ai envie de dire, une autre stigmatisation des sourds ou une autre, ou plus exactement une réparation. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que la médecine va prendre en charge, ça va passer des enseignants aux médecins, en fait, et la médecine va prendre en charge les sourds pour essayer de les réparer parce qu'on commence à avoir des technologies qui le permettent. Donc en fait, si les sourds ont ce regard sur la communauté médicale, c'est parce qu'effectivement, j'ai envie de dire, il y a 100 ans, les sourds avaient le même regard sur la communauté éducative. Mais comme ce n'est pas les mêmes aujourd'hui qui cherchent à les normaliser, eh bien, ce sont les médecins, donc le regard sur les médecins est effectivement un regard de discriminer. Ce que nous, on cherche à mettre en évidence à travers ce film, ce n'est pas du tout un phénomène qui ne concerne que les sourds. C'est-à-dire qu'en fait, le film il cherche à aller plus loin que la simple question de l'implant. C'est-à-dire de montrer que, en fait, ça c'est un phénomène qui, d'une certaine manière, regarde tout le monde, en fait. Parce que justement, on a cherché à montrer dans le film, à travers des interventions, notamment effectivement du philosophe Miguel Benassayag, que, en fait, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que l'organisme humain ne fonctionne pas sur un principe d'accumulation. Quand vous n'entendez pas l'air du cerveau qui est dédié à l'audition, va être peu à peu colonisé par l'air visuel. Autrement dit, vous allez développer des capacités visuelles qui seront supérieures à celles de l'entendant, parce qu'en réalité, il y a une compensation qui se met en place. C'est-à-dire l'organisme, c'est un principe hiérarchique, hiérarchisé, dans lequel, si vous ne voyez pas, ou si vous n'entendez pas, à ce moment-là, les autres sens viennent occuper des places différentes et vous développer des capacités différentes. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème, on veut absolument catégoriser les gens, puisque je suis maman, j'ai une petite fille sourde, donc qui fait partie des 95% des sourds en France, puisqu'elle est née de parents entendants. Elle est donc, pour moi, elle a une identité qui est très claire, qui est une identité mixte et logique, puisque certes, elle est sourde, mais elle est née dans une famille entendante, dans une société à majorité entendante, et il s'avère que, en plus d'avoir cette mixité entendante-sourde, elle a aussi la mixité franco-malienne, et la surdité de mon enfant m'est apparue comme une différence, au même titre que sa différence malienne, dans le sens où, en attendant cet enfant, je ne me suis pas attendue bizarrement à avoir un enfant blond au teint pâle. Et j'ai assez vite compris que j'aurais, quoi qu'il arrive, un enfant qui ne me ressemblerait pas beaucoup, en tous les cas d'un point de vue physique. Je fais partie des sûrement 80% des parents qui ont implanté leur enfant, et je fais aussi partie des 2% qui ont choisi d'apprendre la langue des signes et choisi que la langue des signes ne soit pas, comme vous le disiez madame, la langue maternelle, puisque les linguistes depuis bien plus de 10 ans ne parlent plus de langue maternelle pour les enfants, mais langue première, et pour des cas comme justement le nôtre, où la langue de ma fille, qui est sa langue première, et la langue des signes,
Et évidemment, dans la mesure où je suis maman entendante, ça peut en aucun cas être pour elle une langue maternelle. C'est bien une langue première. Et toute la difficulté quand on est parent entendant, c'est de pouvoir accéder à la langue des signes. C'est compliqué. C'est compliqué d'apprendre la langue des signes en France. Maintenant, tous les parents ne font pas le choix de l'implant pour faire parler leur enfant. Enfin, moi, dans tous les cas, je n'ai pas fait le choix de l'implant pour faire parler mon enfant. J'ai fait le choix de l'implant parce que c'est mon identité. Et que bien sûr, en tant que parent, j'ai envie de transmettre cette identité, une partie de cette identité à mon enfant. Tout comme j'ai envie de lui transmettre ma culture française, tout comme son père a envie de lui transmettre sa culture africaine, et tout comme il paraît naturel de pouvoir lui transmettre cette identité sourde. Mais dans le film c'est vraiment le but de provoquer un débat. Hein, c'est vraiment ça. Parce que ce débat-là, il n'existe pas pour le moment, il manque. Et la situation française, on dit que les parents ont le choix, mais à mon avis, ils n'ont pas vraiment le choix pour l'instant. C'est la société qui choisit souvent à la place des parents. Vous disiez que la langue des signes, ça coûtait cher, que de rencontrer les sourds, c'était difficile. Tout ce que vous disiez là, l'implant aussi, on peut dire que ça coûte 45 000 €, donc c'est aussi cher, mais c'est complètement remboursé, alors que les parents ne sont pas subventionnés pour apprendre la langue des signes. Et c'est là aussi qu'il y a un déséquilibre qui peut être gênant, parce que la société vraiment prône l'implant, encourage l'implantation, et c'est ça que nous on critique, c'est qu'il y a vraiment un déséquilibre. Je suis donc devenu sourd. Okay. Donc je fais partie de ces gens-là qui ont entendu, ça s'est dégradé, depuis là, il y a 19 ans, plus rien. On en a parlé, il y a eu un témoignage ici dans ce film. Ce que je voudrais dire sur l'implant cochléaire, c'est que quand même, c'est bien. Ça permet de beaucoup mieux entendre. Là, j'ai suivi l'intégralité des débats, derrière, partout, en gros. La musique, c'est bien aussi. Voilà. Il y a des circonstances où ça marche moins bien, le bruit notamment. Quand il y a du bruit, l'implant cochléaire, ça va pas bien. Voilà. Et voilà. Mais globalement, au niveau professionnel, et comme ça, et ce qu'on a dit dans le film, ça ouvre d'autres perspectives. Le problème, c'est que la communauté sourde, elle a une culture, une langue. L'implant, c'est un acte chirurgical, mais les enfants implantés qui grandissent et qui ont envie de faire partie de la communauté, c'est quelque chose de possible. Le problème, c'est que d'abord, il y a des échecs. On n'en parle pas du pourcentage d'échecs. Il n'y a pas que des réussites au niveau de l'implantation. Donc, je ferai deux réponses. La première, c'est qu'on ne peut pas comparer quelqu'un qui naît sourd, ou quelqu'un qui naît aveugle, ou quelqu'un qui naît avec une jambe en moins, et qui grandit comme ça, qui a l'habitude de vivre, et qui s'est construit avec cette identité, et quelqu'un à qui il arrive un accident, qui devient aveugle, qui devient sourd, qui perd une jambe. Déjà, c'est deux choses très différentes. Souvent, je remarque, on nous dit souvent qu'on a un manque. On manque d'audition, on manque d'odorat, on manque de goût, etc. Mais nous, on ne vit pas ça comme un manque. Nous, on se sent intègre, complet, on se sent vraiment complet. Hein, on se sent quelque chose qui est une plénitude. On se sent comme vous, je pense, parce qu'on a toujours vécu comme ça, on a tracé notre route avec cette expérience de vie-là, avec ce corps-là. J'ai un papa sourd et pour rien au monde, j'aurais aimé qu'il se fasse implanter. C'est-à-dire que si vous parlez de souffrance à certains moments, moi je vais vous parler de pur plaisir et de bonheur et d'avoir un papa comme ça, c'est des kiffs total et voilà, et dans tout ce qui est dans son unicité, dans sa langue, dans la façon dont il perçoit le monde, dont il se comporte avec les gens, tout ça. Moi, il m'a transmis quelque chose de fabuleux qu'un autre père aurait transmis différemment. Voilà. Donc c'est pas du tout, il manque quelque chose. Vraiment, si on parlait de plaisir et de résilience, alors.
moi, il y a un truc qui m'est apparu fort dans ce film, c'est le médecin, bon, qui parle de l'implant. Alors c'est vrai que l'implant peut permettre l'accès à l'oral, mais il parle d'emploi, de diplôme, de connaissances. Bon, moi, vraiment, je me pose des questions. C'est ce que dit ce médecin. Hein. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il y a beaucoup d'entendants qui n'ont pas de diplôme. Pourquoi? Enfin, je sais pas, je comprends pas, parce que l'implant donne accès au diplôme. Je me dis, mais bon, c'est de l'humour, hein. Mais c'est vraiment une façon d'attirer le chaland, quand même. Voilà. Bon, il y a des sourds qui ne sont pas implantés. Il y a des sourds qui ne sont pas implantés, mais qui ont des diplômes. Il y en a plein, aussi. Sur la question du diplôme, n'importe quel sourd peut avoir des diplômes. Après, ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas de problème. Après, c'est quand il est dans le monde de l'entreprise, c'est là où ça devient plus compliqué. Parce que c'est mon cas, en fait, il est plus ou moins discriminé par les entendants. Parce que les entendants dans le monde de l'entreprise, ce qu'ils font, ils vont au plus facile. Ils n'ont pas envie de se prendre la tête, de s'embêter. Donc à ce moment-là, c'est l'implant cochléaire, en fait, de mieux entendre, le fait de pouvoir téléphoner, le fait de pouvoir être actif en réunion, eh bien, ça ouvre beaucoup plus de perspectives. C'est pas une question de diplôme, c'est une question de carrière après au niveau de l'entreprise. Bon, si on veut donner une définition de la communauté sourde, c'est un regroupement de personnes qui partagent déjà la même langue, qui est la langue des signes. C'est-à-dire qu'on est à l'aise dans la communication dans cette communauté. Et puis, ce sont des gens qui partagent la même culture, les mêmes habitudes de vie. Par exemple, je suis sourde dans une société majoritairement entendante. Avec mes pairs sourds, je vais échanger sur comment je m'intègre, comment je vis dans cette majorité entendante. Et voilà, il n'y a pas... Il y a des choses, on n'a pas qu'une identité de sourd, bien sûr. Hein, on a une identité professionnelle, on a une identité de genre, on est un homme, on est une femme, on est africain, on est européen. Mais la communauté, on a une identité sourde, bien sûr, mais c'est pas que la surdité qui nous définit. Et en tout cas, c'est la surdité qui fait qu'on se regroupe dans cette communauté. Par exemple, il y a des enfants sourds qui grandissent dans l'oralisme, et puis, souvent à l'adolescence, vers 16-17 ans, ils se sentent pas bien dans leur peau, ils sentent qu'il leur manque quelque chose, et ils ont besoin de se retrouver entre pairs, de partager quelque chose entre pairs. Et à ce moment-là, ils intègrent la communauté. C'est ça. C'est très riche et que j'apprends beaucoup là, de ce débat. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, à travers ce que vous dites, à travers les gens que j'ai rencontrés, qu'il y a une sensibilité, effectivement, très particulière, propre aux personnes sourdes, comme il y en a une propre aux personnes qui sont aveugles, etc., et qui est une sensibilité très riche et qui va se perdre, effectivement. Enfin, c'est tout le problème de normaliser au maximum les gens et de faire disparaître la diversité, finalement.